Comment vivre? C'est une question qui se pose à nous. C'est un fragment d'une citation du Gorgias de Platon. C'est une question pensive qui mérite réponse. Une question d'une telle importance qu'elle peut apparaître comme une exclamation pensive qui atténue en elle la question qu'elle porte. Mais essayons de répondre. La réponse passera, je crois, par une autre question. Qu'est-ce qui nous compose? Comment faut-il vivre? Pos biotéon en grec. La question qui nous apparaît si contemporaine, liée à nos époques et à ses désarrois, car il y en a certainement plusieurs, apparaît dans le Gorgias de Platon. Pourquoi cette question est-elle émouvante? C'est une question immense et qui se pose à chaque instant. Se posant à chaque instant, elle n'exclut pas le quotidien. Elle s'y inscrit, comme le retour d'Ulysse dans l'Odyssée ou la mort de Socrate dans le Phédon. Comment vivre? Elle opère un suspens sur l'apparente fluidité de la vie. Comment vivre n'est pas qu'est-ce que vivre, mais s'il faut définir ce qu'est vivre, je reprendrai la définition d'Aristote. Vivre, c'est sentir ou penser, l'un n'étant bien sûr pas exclusif de l'autre. Quand cette phrase apparaît dans le Gorgias, Socrate a souligné plus tôt que le sujet de la discussion en cours n'était vraiment pas insignifiant, loin de là. Que c'est pour l'essentiel la question de savoir si on reconnaît ou si on ignore qui est heureux et qui ne l'est pas. Déjà, Calliclès avait souligné que ce qui était en jeu, c'était la vie et le fait que nous devions ou non renverser notre manière ou nos manières de vivre. Socrate venait de soutenir que commettre l'injustice et ne pas être puni quand on a mal agi était le pire des maux. Dis-moi, Socrate, dit Calliclès, faut-il supposer qu'en ce moment tu parles sérieusement ou bien que tu plaisantes? En effet, si tu dis tout cela sérieusement, et si par hasard c'est vrai, toute la vie des hommes serait remise sans dessus-dessous, et nous faisons, semble-t-il, tout le contraire de ce qu'il faut. Le registre de la réponse de Socrate me paraît intéressant. Calliclès, si les sentiments humains n'avaient rien de commun entre eux, s'ils étaient spécifiques à tel ou tel individu, si chacun de nous éprouvait ses propres impressions, différentes de celles des autres hommes, on aurait du mal à faire connaître à son voisin ce qu'on ressent. Je dis cela parce que je pense que toi et moi, nous éprouvons le même sentiment. Toi, moi, nous deux ensemble, nous sommes amoureux. Moi, j'aime Alcibiade, fils de Clinias et la philosophie. Toi, tu aimes Démos, le peuple d'Athènes et le fils de Pyrilampe. Laissons de côté l'amour, commun à Socrate et Calliclès, quelle que soit la différence de son objet. L'emphase est ici portée sur ce qu'impliquerait le fait que les sentiments humains n'aient rien de commun entre eux. Or, ce commun entre les sentiments des hommes a certainement à voir avec l'existence d'un nous, aujourd'hui comme autrefois. Dans sa grande réplique à Calliclès, Socrate évoque la plus belle de toutes les enquêtes. La plus belle de toutes les questions, Calliclès, est celle que tu m'as reproché de poser. Quel genre d'homme faut-il être? Quel homme faut-il être? Dans quelle activité doit-on s'engager? Et jusqu'à quel point, selon qu'on est plus âgé ou plus jeune? Quand Calliclès évoque ce qu'il faut faire, si l'on veut vivre de manière droite, orthos biosomenon, ton orthos biosomenon, Socrate lui demande alors de lui répondre sans la moindre concession. Comme cela, le genre de vie qu'on doit avoir paraîtra tout à fait évident, plus littéralement, comme cela apparaîtra tout à fait évidente la manière dont il faut vivre. Pos biotéon. La question, quelle est la manière dont il faut vivre ou comment faut-il vivre, que je ne traduirai pas pour ma part directement par la question du genre de vie, n'est pas une question personnelle. La question posée par le banquet du livre cette année, qui est le nous aujourd'hui, évoque une autre question, ancienne, une question que pose Plotin dans le traité 53 et qu'a beaucoup analysé Gwenaëlle Aubry dans la traduction commentée qu'elle a donnée de ce traité. Ma question aujourd'hui ne sera pas celle, qui est la sienne, de savoir si oui ou non, chez Plotin, quelque chose comme le sujet s'inaugure dans le vacillement que suppose et révèle cette interrogation. Nous, qui nous? La question « Qui est le nous aujourd'hui ?» évoque la question que j'ai donnée pour titre. Comment vivre? Comment faut-il vivre? Elle évoque encore d'autres questions. Quelle est notre actualité?
quelles sont nos luttes. J'aimerais renvoyer à présent à un article que Bruno Carcenti a écrit dans l'Inactuel en réponse aux articles que Jean-Claude Milner a consacrés à Benveniste dans le Périple structural, un article donc de Carcenti intitulé « Maranisme, la faute politique de la langue » de Milner à Benveniste. On sait bien, écrit-il, que dans les pronoms personnels, le passage du singulier au pluriel n'implique pas une simple pluralisation. Impossible d'envisager une multiplication quantitative de « je ». Benveniste, comme le souligne Carcenti, est catégorique. Je cite avec lui les problèmes de linguistique générale. Il est clair en effet que l'unicité et la subjectivité inhérentes à « je » contredisent la possibilité d'une pluralisation. S'il ne peut y avoir plusieurs « je » conçus par le « je » même qui parle, c'est que nous, et non pas une multiplication d'objets identiques, mais une jonction entre « je » et le « non-je », quel que soit le contenu de ce non-je. Cette jonction forme une totalité nouvelle et d'un type tout particulier où les composantes ne s'équivalent pas. Dans « nous », c'est toujours « je » qui prédomine, puisqu'il n'y a de « nous » qu'à partir de « je », et ce « je » s'assujettit l'élément non-je de par sa qualité transcendante. La présence du « je » est constitutive du « nous ». C'est précisément en raison de sa dépendance à l'égard du « je » que la question se pose de savoir si le « nous » est vraiment un pluriel. Je cite encore, « La polarité asymétrique où se fonde le discours, en effet, révèle le « nous » non comme une collection d'éléments identiques, mais comme l'effet d'un rayonnement à partir de la subjectivité dont le « je » est l'indicateur. Ce rayonnement, lui-même, amène Bruno Carcenti à proposer de parler, plutôt que de pluralisation, d'assujettissement ou encore d'annexion. Il n'y a de nous qu'à partir du « je ». Le « je » prédomine dans le « nous » parce que le « nous » procède en fait non d'une quantification, mais d'une variation qualitative du rapport « je-non-je », où celui-ci, sans se décentrer, s'élargit au point d'englober un ensemble de non-je avec lequel la corrélation de subjectivité reste opératoire. Carcenti propose de dire les choses autrement. Le « nous » comprend des personnes, et s'il est ainsi constitué, c'est précisément parce qu'il procède de la subjectivité singulière qui prend place en son centre pour le proférer. Le problème de la description linguistique du « nous » apparaît alors celui de la description des formes qui est susceptible de prendre cette corrélation de subjectivité. Or, ces formes de corrélation de subjectivité varient en fonction des langues. Dans certaines langues, je cite cette fois Benveniste lui-même, « nous » se dit d'une manière pour moi plus vous, et d'une autre pour moi plus eux. C'est-à-dire que ce n'est pas la même forme qui correspond dans certaines langues à moi plus vous et moi plus eux. Dans le cas des langues indo-européennes, le « nous » est, dit Benveniste, indifférencié. Quand on dit « nous », on n'y distingue pas entre moi plus vous et moi plus eux. Dans ce cas, je le cite, « La prédominance du « je » ne s'annule pas, le rapport « je-non-je » connaissant dans le « nous » une modification interne qui le porte à élargir ses contours et à englober des entités qui, pour indéterminer qu'elles soient, restent bien néanmoins des personnes, c'est-à-dire des instances internes au discours. On dira alors que le « nous » n'est pas un « je » quantifié ou multiplié, mais plutôt un « je » dilaté au-delà de la personne stricte, à la fois accrue et de contours vagues. D'une manière générale, toujours Benveniste, la personne verbale au pluriel exprime une personne amplifiée et diffuse. Le « nous » annexe au « je » une globalité indistincte d'autres personnes. Ainsi, comme le souligne Carcenti, le « nous », si peuplé soit-il, n'est pas un pluriel au sens strict. Dans l'ordre de la personne, il n'y a pas de pluriel, mais seulement du dilaté ou de l'amplifié. Je voudrais renvoyer à ce point
à un verbe grec, le verbe grec sunaistanestai, littéralement sentir avec, ce qui a donné synesthésie, verbe qui intervient dans le traitement de l'amitié chez Aristote. On retient d'Aristote que l'ami est un autre moi-même, formule que notre familiarité avec l'expression alter ego nous a rendue banale. Or, plus précisément, dans l'Éthique Nicomaque et dans l'Éthique Eudème, Aristote parle d'allos autos, autre soi, et dans la Grande Morale, d'allos ego, d'autres je. On peut bien sûr traduire autre moi là. C'est à la fin du chapitre 9 du livre 9 de l'Éthique Nicomaque qu'Aristote, après avoir établi que l'homme vertueux est envers son ami comme il est envers lui-même, et c'est alors qu'il dit une première fois son ami est un autre soi-même, c'est à ce moment-là qu'il poursuit. Dans ces conditions, de même que pour chacun de nous, sa propre existence est une chose désirable, de même est désirable pour l'homme vertueux au même degré ou à peu de choses près l'existence de son ami. Or, nous avons dit que ce qui rend son existence désirable, c'est le sentiment qu'il a de sa propre bonté, et un tel sentiment est agréable pour lui-même. Il a besoin par conséquent de participer aussi à la conscience qu'a son ami de sa propre existence, ou au sentiment qu'a son ami de sa propre existence, traduit l'un des traducteurs historiques, Tricot. Mais je suivrai plutôt celle que je vais lire maintenant, qui est de Richard Bodéus. Il doit dans le même temps avoir aussi le sentiment que son ami existe, sunaistanestai, ce qui ne saurait se réaliser qu'en vivant avec lui et en mettant en commun discussion et pensée. Car c'est en ce sens-là, semblera-t-il, qu'on doit parler de vie en société quand il s'agit des hommes, et il n'en est pas pour eux, comme pour les bestiaux, où elle consiste seulement à paître dans le même lieu. Reprenons maintenant le texte d'Aristote dans l'Éthique Eudème, au chapitre 12 du livre 7. L'ami souhaite être, comme le dit le proverbe, un autre Héraclès, un autre soi-même. Toutefois, il existe une séparation et il est difficile que l'unité soit réalisée. C'est cette difficulté que l'unité soit réalisée, c'est cette difficulté à réaliser l'unité totale en fonction des traductions que vient développer la suite du passage. Aussi apparenté selon la nature que me soit un être, c'est-à-dire par exemple un homme pour un autre homme, ce sera pour le corps tel être qui me ressemble, alors que pour l'âme, ce sera tel autre. Et sous les deux rapports, à prendre à part tel ou tel trait, ceux qui me ressemblent sont des individus différents. Aristote poursuit. Toutefois, un ami souhaite être comme un soi-même séparé. Donc percevoir un ami, conclut-il, ce doit être en un sens se percevoir soi-même et se connaître soi-même. Cette seconde version éclaire la première et la complète, me semble-t-il. Première version, l'existence de l'ami doit elle aussi être l'objet de mon aesthesis, de mon sentiment. Et c'est pour ça qu'il faut vivre ensemble. De même, percevoir un ami, seconde version, ce doit être en un sens se percevoir soi-même. La formule « un autre soi-même » va d'autant moins de soi qu'Aristote, dans ce passage de l'Éthique à Eudème, comme dans la Grande Morale, la rapproche d'un proverbe dont il donne la principale partie, un autre Héraclès, un autre soi, un autre Héraclès. Dans la Grande Morale, le proverbe est donné en entier. Je cite, « Pour voir ce qu'est vraiment l'ami, observons quelles sont ses qualités. Il aura les qualités d'un autre moi-même, à condition bien sûr de prendre ami au sens fort. Comme on dit « c'est un autre Héraclès », on dit « un ami, c'est un autre moi-même ». L'expression n'est pas ici « allos autos », autre soi, mais « allos ego », autre je. Celle même qu'on retrouve à propos du stoïcien Zénon chez Diogène Laërce. Comme on demandait à Zénon qu'est-ce qu'un ami, il répondait « allos ego », un autre je.
Au début du passage, Aristote emploie cette fois l'expression hétéros, égo. C'est une autre manière de dire autre, j'y reviendrai. Et au chapitre 9 du livre 9 de l'éthique à Nicomaque, la séquence hétéros autos plutôt qu'allos autos, qu'il emploie en revanche au chapitre 4. L'expression autre soi-même ne va donc pas de soi à deux titres au moins. En tant qu'elle est construite sur le modèle de ce proverbe d'une part, celui-ci est un autre Héraclès, et en tant qu'oxymore d'autre part, puisqu'allos et autos, autre et soi, sont très souvent opposés. En ce qui concerne le premier point, il semble qu'il y ait deux manières de comprendre le proverbe. Il pouvait qualifier la valeur très grande d'un athlète au jeu, qui l'amenait non seulement à le comparer à Héraclès, mais à faire de lui un second Héraclès, et qualifier par extension une extrême valeur dans une activité. À ce compte, si autos intervient dans l'expression à la place d'Héraclès, et si l'ami se trouve défini comme un autre autos, comme un autre soi, c'est qu'autos, soi, se tient, selon l'analogie qui préside à la formation de cette seconde formule, à la place d'un héros à la puissance exceptionnelle, et doit donc être compris positivement dans une grille de valeurs. Dans leur traduction de l'éthique à Eudème, Bloch et Léandri donnent une autre interprétation. Le véritable ami, disent-ils, doit être un deuxième moi. Bon, encore une fois, il faut plutôt dire un autre soi-même, là. Le véritable ami doit être un autre soi-même pour son ami, comme Iolaos le fut pour son oncle Héraclès, lorsqu'il aida celui-ci à venir à bout de l'hydre de Lerne. Mais dans les deux cas, dire que l'ami est un autre soi sanctionne une performance hors du commun qui procède de la séparation entre les amis. Séparation physique. Ceci rejoint, je crois, ce qu'Homère nous dit du Philos et Taïros dans l'Iliade, de ce qu'était Patrocle pour Achille, à savoir celui dont les sens viennent compléter ceux de son ami pour rendre la reconnaissance complète. Mais c'est également dans l'Iliade celui qui, pour ainsi dire, compense la mort de son ami, parce que l'existence de l'ami console de l'idée de sa propre mort, parce que son existence répare la perte que sa propre mort occasionne pour ses proches. Pour le second point, le fait que l'expression allos autos fasse oxymore, il faudrait se demander quelle différence conceptuelle implique la distinction entre allos autos et allos ego, autre soi et autre jeu, allos autos, autre soi, et hétéros autos, autre manière de dire autre. La seconde distinction se résout probablement facilement en distinguant entre l'autre de deux, hétéros, et l'autre d'une pluralité, allos. La première, allos autos et allos ego, sépare à mon sens deux problématisations bien distinctes et probablement deux moments distincts. Allos ego, autre je, me paraissant une expression plus récente. Allos autos, autre soi, me paraissant au contraire l'expression aristotélicienne canonique, issue en droite ligne de la manière dont autos intervient dans les textes d'Aristote. La manière dont Cicéron l'a traduit dans le traité de l'amitié, alter idem, me paraît confirmer cette impression. Il importe de souligner un autre trait commun. Si dans l'éthique à Nicomaque, Aristote écrit que l'ami est un autre soi-même, dans les deux passages de l'éthique à Eudème, il déclare que l'ami souhaite être un autre soi-même. La mention du divisible intervient à ce point qu'alors que l'ami souhaite être un autre soi-même, il y a séparation et qu'il est difficile que l'unité soit réalisée. Et c'est bien ce même thème de la séparation qu'Aristote reprend lorsqu'il écrit « Mais néanmoins, un ami souhaite être comme un soi-même séparé ». La synaesthesis entre amis ne dit donc pas la compassion, la sympathie ou la communion. Il ne dit pas que je dois avoir part au sentiment qu'a mon ami de sa propre existence, mais elle dit précisément l'extension de ma capacité perceptive ou sa dilatation, selon la formule de Benveniste. Mais, ajoute Aristote, nous nous heurtons au caractère séparé des personnes. Pour reprendre à ce point ma référence à l'article de Karsanti, commentant Benveniste à partir des analyses de Jean-Claude Milner,
Ce que je voudrais souligner, bien sûr, c'est le fait que le « nous » n'est pas un pluriel au sens strict, que la pluralisation verbale véritable n'est concevable que pour des non-personnes. Alors, poursuit Karsenty, on sort précisément du « nous » pour entrer dans la généralité indécise du « on ». Karsenty souligne que dans le cas du « nous », on atteint également une zone d'illimitation et d'indécision, mais qui n'est plus du tout du même type. Le « nous » n'est pas multiplication d'objets identiques, mais jonction je, non-je, dans une totalité où les composantes ne s'équivalent pas. Sur cette idée du « nous » comme une totalité où les composantes ne s'équivalent pas, et si l'on me permet un dernier détour par la philosophie grecque, plus précisément par la philosophie et la grammaire grecque tout ensemble, j'aimerais renvoyer au grammairien grec Apollonius d'Iscole et m'attacher à la raison qu'il donne du fait qu'il n'y ait pas en grec de réfléchi de première personne du pluriel, nous-mêmes. Entrons dans le détail. Apollonius analyse le cas des pronoms qu'il appelle composés et que nous appelons réfléchis. Le pronom composé a été inventé pour exprimer qu'une action va d'une personne à la même personne, phénomène que nous appelons réflexivité. Dans la phrase « je me suis frappé moi-même », celui qui énonce atteste que le procès de l'action, loin de transiter vers une autre personne, retourne sur lui-même, comme le montre la paraphrase suivante que donne le grammairien et qui développe l'ordre implicite des signifiés de la phrase. Ego, aimé, automne et tupsa. Moi, je me suis frappé moi-même. Cette paraphrase n'est qu'artificielle et méthodique. Elle est un objet de grammairien. Elle n'existe pas dans la langue. Dans la mesure, dit-il, où les pronoms simples ne peuvent pas coexister avec des verbes de même personne que, si ce n'est au cas direct. Par exemple, on peut dire en effet « ego ubrissa », moi j'ai insulté, ou « emeis ubrissamen », nous avons insulté. Mais on ne trouve pas dans la langue « aimer et ubrissa », je me suis insulté. On trouve en revanche avec un pronom réfléchi « émoton ubrissa », on retrouve le autos. On retrouve avec un pronom réfléchi « émoton ubrissa », je me suis insulté moi-même. Des phrases telles que « Emma subrissamen » et « Emin elalessamen », « nous nous sommes insultés » ou « nous nous sommes parlés » ne pourront pas être des phrases bien formées. Les scholiastes, qui commandent ces points de grammaire, distinguent ainsi entre pronoms simples et pronoms composés, c'est-à-dire réfléchis. Par le pronom simple, on signifie la personne de la construction transitive, par le pronom composé, la personne de la construction intransitive, respectivement la personne qui en affecte une autre et la personne qui s'affecte elle-même. La tournure initiale n'est donc pas le retour réflexif à soi, c'est bien plutôt la construction transitive qui implique une hétérogénéité de personnes. Mais plus avant, la construction réfléchie exige ce que j'appellerais l'homogénéité personnelle. D'après un témoignage ancien, les pronoms composés, les pronoms réfléchis, n'auraient ni duel ni pluriel. Duel, c'est le nombre qui en grec correspond au groupement de deux. C'est-à-dire il y a un singulier, un seul, duel, deux et pluriel, plus de deux. Donc, les pronoms composés, les pronoms réfléchis n'auraient ni duel ni pluriel. Pourquoi ? Duel et pluriel sont composés de personnes différentes. Nous de deux, moi et toi. Nous, moi et vous. Les pronoms composés, en revanche, sont, dit le grammairien, monopersonnels et autopassifs. Voici comment Apollonius d'Iscole lui-même énonce le problème. Dans la mesure où éotone, soi-même, est constitué de deux singuliers, ces deux singuliers référant à une personne unique qui indique que le procès va d'elle-même à elle-même, comment va-t-il pouvoir connoter le pluriel, avec certes une finale exprimant le pluriel, mais aussi un premier terme de composé exprimant le singulier. Des composés signifiant de personnes peuvent à bon droit
signifier une pluralité dans une forme singulière. Par exemple, philanthrope, forme singulier, peut bien regrouper une pluralité, alors que philoplatonès, philoplaton, aimant Platon, forme de pluriel, renvoie sans problème à un seul Platon. Mais la réflexivité en elle-même, le fait de signifier la même personne, s'oppose à la pluralisation. Une forme composée qui composerait une initiale au singulier avec une finale plurielle serait en contradiction avec la réflexivité signifiée qui exige l'homogénéité entre nombre en initiale et en finale de sa forme. Apollonius s'attache ensuite à justifier que les formes grecques hémotus et sotus, qui seraient les formes plurielles correspondantes aux formes existantes au singulier, hémotone, moi-même, et sotone, toi-même, n'aient pas été formées dans la langue, et qu'elles soient remplacées par une juxtaposition, hémas otus et humas otus. Ce qui est en jeu, c'est la distinction entre l'hétérogénéité personnelle des pronoms pluriels de première et seconde personne, nous, vous, et l'homogénéité personnelle, eux, des pronoms pluriels de troisième personne. Tout pluriel de première et deuxième personne regroupe des personnes différentes. Ainsi, nous peut être moi, toi et lui, ou moi et vous, ou moi et eux. Même chose pour la deuxième personne, puisqu'ici encore, vous, c'est toi et eux. On retrouve bien ici la particularité que soulevait Benveniste. En revanche, dans la mesure où les troisièmes personnes du pluriel composent des personnes homogènes, elles peuvent admettre un pronom personnel réfléchi. Une telle distinction entre première et seconde personne du pluriel et troisième personne du pluriel, selon l'homogénéité et l'hétérogénéité des personnes rassemblées, justifie que les réfléchis de troisième personne soient valides à la différence des réfléchis pluriels des deux premières personnes qui ne le sont pas. Jean Lalo, traducteur de la syntaxe d'Apollonius Discole, grand spécialiste de grammaire antique, s'avoue sceptique à l'égard de l'argumentation d'Apollonius, qui lui paraît ici obnubilée par la justification de l'ordre établi. Mais il me semble que c'est précisément l'hétérogénéité personnelle, nécessairement comprise dans les premières et secondes personnes du pluriel, qui s'oppose à la formation de réfléchis pluriels à ces personnes, puisqu'elles enveloppent différentes postures personnelles. On ne peut former nous-mêmes dans une forme composée unique parce que la réflexivité ne peut que s'opérer sur un ensemble, indépendamment de ses parties, mais doit engager la même réflexivité sur elle-même de chacune des parties de l'ensemble composé par collection. C'est une manière d'expliciter que les pronoms réfléchis soient unipersonnels et autopassifs. Et l'unité du signifié dans la composition exige l'homogénéité ou l'unification personnelle qui prolonge ce qu'Apollonius appelle par ailleurs le caractère inséparable ou indivisible de la personne. Mais revenons à l'article de Karsanti. Précisément parce que le nous n'est pas une totalité où les composantes s'équivaudraient, ce qui exclut pour le grammairien grec la possibilité d'une forme réflexive des pronoms de première et seconde personne du pluriel, il n'est pas une mise en équivalence. Il est un sujet collectif, ce qui veut dire qu'il se constitue comme instance de discours pour chacun des termes qu'il relie. L'important, écrit-il, est que tout membre du nous doit pouvoir dire nous. Tout membre du nous est une personne, c'est-à-dire un jeu potentiel. Tout membre du nous doit pouvoir accomplir, en disant nous, l'amplification de la personne dont le nous est la résultante. On opposera ce sujet collectif à la multiplicité réelle de l'ensemble indéfini des êtres non personnels. Or, dire nous ne saurait valoir comme une injonction à se reconnaître dans un ensemble indistinct qui est celui d'un collectif imposé, je cite Karsanti. Ce serait non seulement mésuser du nous, mais falsifier son usage. Je cite encore, « Le problème du politique n'est autre que celui de la constitution de collectifs où les sujets sont appelés à se reconnaître comme les membres d'un même ensemble. » Je poursuis la citation. Peut-on penser un tout politique sans procédure de mise en équivalence?
sans homogénéité. Pourtant, il n'y a de totalité de ce type que par la possibilité offerte à chaque membre de dire « nous », problème particulièrement sensible en régime démocratique, fondé précisément sur une série d'identifications où de l'individu au tout, de l'un au multiple, la transition est censément assurée. Si dire « nous », ce n'est pas redire ce qui est posé hors du discours comme une totalité homogène, mais c'est constituer le collectif comme sujet, par ce geste d'amplification que le discours rend possible, alors il faut admettre qu'il y ait une difficulté intrinsèque à conformer la conceptualité politique aux exigences du langage. Plus exactement, poursuit-il, il y a en politique un risque constitutif de glissement, l'insinuation d'une faute logique, celle de faire passer le « nous » pour un véritable pluriel et donc de briser sa constitution discursive. Pour les besoins de ma présentation d'aujourd'hui, je remonte à présent le cours de l'article de Karsenty auquel je fais référence, ainsi qu'avec lui le cours de la référence à Jean-Claude Milner et à Benveniste. Par rapport aux risques et aux dangers inhérents aux politiques de ce mésusage, de cette falsification du « nous », l'usage grec du mot « aidos », qui signifie en grec à la fois l'honneur et la honte, fait figure de succès. Lorsqu'Énée dit « aidos » dans l'Iliade, je cite Karsenty, on a un appel lancé à un « nous » constitué par l'acte de parole lui-même. Il est si bien constitué que l'emploi du « nous » pronominal est ici parfaitement superflu. De fait, il n'apparaît pas dans le texte homérique. L'appel à l'honneur de tous est immédiatement la honte de chacun, parce que le sentiment collectif s'éprouve à travers la souffrance individuelle elle-même. Ainsi, aidos sonne-t-il comme un cri de guerre. Mesurons notre honte, chacun, et ressentons ainsi notre honneur à défendre dans le combat. Aidos, phrase nominale, fonctionne comme un performatif. Et je souligne la suite du texte. En lui, on ne dira pas simplement qu'un collectif est porté à l'existence, mais surtout qu'une action collective est en train de s'accomplir à travers un énoncé qui est en lui-même un acte et qui fait exister le collectif comme sujet de l'acte. Inutile et plus encore insignifiant, le « nous » l'est parce qu'il ne préexiste pas à l'énonciation, il émerge en elle dans l'action qu'il réalise. Il ne se totalise pas pour ensuite être porté par chacun dans l'expérience de la honte. Il se forme dans la honte comme expérience individuelle de l'honneur lésé et il se dit dans un seul mot, honneur et honte. Aidos, phrase nominale, est un appel adressé à chacun de celui qui l'entend. À la lumière de ces analyses très remarquables sur le pronom personnel « nous », grammaticalement dit première personne du pluriel, la question posée se transforme. Qui est le « nous » aujourd'hui ne pose donc pas la question d'un pluriel, mais de la constitution, actuellement existante ou non, d'un sujet collectif. Qui est le « nous » aujourd'hui renvoie à la question de savoir quelle action collective peut nous constituer comme collectif sujet de cet acte. Et si nous pensons à l'appel épique à l'aidos, et s'il faut répondre à la question « qui est le nous aujourd'hui ?», j'aimerais poser l'autre question que celle-ci soulève, me semble-t-il. Quelles sont les luttes qui nous constituent? Ou encore, à l'appel de quel mot pouvons-nous répondre? À l'appel de quel mot chacun de nous peut-il répondre? À l'appel de quel mot un collectif peut-il se constituer? À l'appel de quel mot, à l'appel de quelle phrase pouvons-nous répondre et traverser la séparation à laquelle, disait Aristote, se heurtait notre amitié pour l'ami? Ou n'y en a-t-il aucun? Ou n'y en a-t-il aucune? Peut-être la question posée, qui est le nous aujourd'hui, ne fait-elle que signaler que nous sommes à la recherche de l'action collective dont l'actualité et l'effectivité rendraient l'expression du nous elle-même inutile et insignifiante. J'aimerais, à présent, à partir de l'interrogation que j'ouvrais à l'instant, mais sans prétendre y répondre ainsi, plutôt en cherchant à développer une autre ligne qui ne la recouvre pas, mais ouvrirait un autre espace, examiner à présent la question du rituel. Et pour cela, reprendre juste un instant une des références à Benveniste que citait Karsenty et à laquelle je renvoyais moi-même plus tôt. Dans nous, c'est toujours « je » qui prédomine, puisqu'il n'y a pas de « nous »,
puisqu'il n'y a de nous qu'à partir de jeu, et ce jeu s'assujettit l'élément non-jeu, de par sa qualité transcendante. La présence du jeu est constitutive du nous. Le rituel peut-il nous apprendre quelque chose par rapport à cette interrogation sur le nous aujourd'hui? Y a-t-il un nous dans le rituel, ou s'y agit-il encore d'autres choses qui, d'une manière analogue à l'aidos, rassemblent dans une actualité sans même que soit exprimé ce nous dans lequel prédomine le jeu? Dans le rituel, la prédominance du jeu vaut-elle encore ou ne vaut-elle plus? Et si elle ne vaut plus, qu'est-ce qui vaut à sa place? J'ai assisté au Brésil, à Salvador da Bahia, à des cérémonies de candomblé. Ces rituels, pendant lesquels les initiés reçoivent des divinités dans la transe, rassemblent une communauté sur un espace sacré, conformément à un calendrier précis et d'une manière très codifiée. Ils relient des personnes, donnent la loi de leurs gestes, de leurs mouvements, de leurs costumes, comme des musiques qui retentissent alors. Ces rituels ménagent un accès commun à ce que j'appellerais simplement un inconnu, sans en donner la connaissance. Le rituel intervient dans le registre de nos actions, même s'il ne s'agit pas alors du registre de nos actions ordinaires. Il articule une série d'actions dans laquelle je m'engage avec d'autres, sans déterminer ces actions, sans en déterminer la loi. En clair, je me démets de ma liberté au moment du rituel, dans les gestes du rituel que j'exécute sans les avoir décidés et sans en avoir décidé la séquence. Le fait que je me démette de ma liberté au moment du rituel en exécutant des gestes que je n'ai pas décidés est-il l'indice d'une aliénation? Les cérémonies de candomblé ne réunissent pas une communauté dans la reconnaissance conjointe de dogmes ou d'articles de foi. Elles la réunissent dans le partage de pratiques, de gestes que les personnes qui les accomplissent ne choisissent pas. Un pas supplémentaire doit être franchi. Elles ne comprennent pas nécessairement les gestes qu'elles opèrent, et j'ai soutenu qu'il n'est pas nécessaire de les éclairer sur ce point. Ce n'est pas bien sûr que les rituels ne puissent être compris d'un autre point de vue, qui serait celui de l'étude des rituels par des ethnologues ou des historiens des religions. Mais c'est que le rituel, pour ceux qui l'exécutent, dégage un espace hors savoir. Il y a dans notre vie deux scènes aveugles, notre naissance, notre mort. Nous avons besoin de les envelopper. Et parce que je vois comme une sorte d'inversion, nous avons besoin de scènes aveugles, d'autres scènes aveugles, ou de quelque chose comme des scènes aveugles, quelque chose comme un sommeil à l'état de veille, la dispense d'inventer une posture. À ce besoin répond à mon sens le rituel, où l'on agit sans savoir ce qu'on fait au moment où on le fait, sans même se poser la question de connaître ce qu'on ignore alors, quelque chose qu'on opère hors de l'orbite du savoir, comme un sommeil à l'état de veille, comme une levée de la vigilance permanente que nous impose la contingence dans laquelle nous vivons, une action codifiée, sans but extérieur à son propre exercice. Peut-être tient-on là trois données propres au rituel. Le rassemblement d'un groupe humain, qu'on appellera communauté, pour la raison qu'elle se retrouve autour d'un commun, le fait que ce commun ne constitue pas l'objet d'un savoir, mais fasse l'objet d'une pratique, sans faire l'objet d'une remise en cause, le fait que cette pratique codifiée ne soit soumise à aucune finalité extérieure à elle-même, à son propre exercice. Si nous sommes, dans nos sociétés occidentales, en prise avec la recherche d'un sens, il se pourrait que nous recherchions du sens, non pas parce que nous en avons effectivement perdu, mais parce qu'une question du sens est apparue. Or, les rituels apportent moins du sens qu'ils ne nous libèrent en amont de l'apparition de la question du sens. Existe-t-il des rituels dans nos sociétés occidentales? Quelque chose nous rassemble-t-il au point que nous opérions avec d'autres des gestes sans les comprendre et sans les interroger, et que nous en retirions un apaisement? Nous avons des rituels autour des événements fondamentaux, autour de la naissance et de la mort. Peut-être sont-ils devenus plus tremblés, moins assurés dans leur tracé. Je ne suis pas convaincue par l'idée que nous aurions remplacé les rituels liés au sacré par des rituels laïques. Nos vies me paraissent pauvres en rituels, et nos supposés rituels personnels ou nos substituts de rituels abstraits et souvent
dévitalisé. Toute cérémonie commémorative, si digne, solennelle et émouvante soit-elle, n'est pas pour autant un rituel au sens où je l'entends, même si son déroulement est codifié. Il s'agit, dans le rituel en tant qu'il assemble une communauté, et pour expliciter comment il l'assemble, de traverser quelque chose en commun, sans que cette traversée soit nécessairement de l'ordre d'une initiation. Il me semble également que le rituel nous permet de traverser quelque chose en commun dans le rapport à un inconnu reconnu comme tel, et je ne dis pas nécessairement une transcendance. Il s'agit d'être exposés ensemble à quelque chose d'inconnu qui n'est pas de l'ordre du maillage ordinaire de nos vies. Je citerai à ce compte une phrase de Jean-Luc Nancy. « Le divin désigne le fait que je ne m'en tiens pas aux rapports qui sont ceux que j'ai avec toutes les choses du monde, ni même avec tous les êtres du monde. » Aussi, le rituel ne se réduit-il ni au ressassement de nos pratiques privées, ni à ces approximations laïques où l'investissement des participants, de leur témoignage lui-même, est le plus souvent déçu. Le malaise de l'individu peut procéder de sa non-inscription dans un tissu humain. Comment comprendre notre inscription dans un tissu humain? Comment la produire? Quelle est-elle dans nos sociétés occidentales? Se démettre de sa liberté et d'une partie de sa puissance évoque le contrat social de Rousseau. Mais dans le rituel, je ne me démets pas de toute ma liberté, mais d'une partie de ma puissance. Nous sommes loin du « chacun se donnant tout entier » ou de l'aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté. Il ne s'agit pas non plus de l'instauration d'une personne publique. Je pense également au corrélat explicatif de cette aliénation totale qui en souligne l'exception par rapport à une aliénation entre personnes. Je cite Rousseau, « Chacun se donnant à tous ne se donne à personne ». Dans le rituel, en revanche, je me démets d'une partie de ma puissance, et cet acte me déprend d'un leurre également, de l'idée que toute ma puissance et toute ma liberté sont positives pour moi, seulement et nécessairement positives. Il me protège de l'excès que représente la concentration de ma puissance et répond à la nécessité de la drainer. S'il est un rituel, dans nos sociétés occidentales, il me semble que c'est le travail. J'ai soutenu que le travail est devenu notre unique rituel, qu'il est la seule activité dont nous n'interrogeons pas l'exercice. Le travail n'est pas seulement ce qui nous permet d'assurer notre subsistance et celle de nos enfants. Il en est devenu, parce qu'il est devenu notre unique rituel, à assumer une charge exorbitante qui entraîne des conséquences humaines considérables. On peut comprendre que le rituel, loin de nous aliéner à une loi de nos actions que nous n'avons pas choisie et que nous ne comprenons pas, nous libère de la charge exorbitante qu'en est venu à assumer le rapport à soi. On parle beaucoup d'individualisme et on n'en finit pas, je crois, d'en toucher les limites ou l'impasse. Plutôt que d'individualisme, je parlerai pour ma part du rapport qu'on dit à soi. Le rapport à soi en est venu à assumer une charge exorbitante, qu'aucune tentative de rituel personnel n'est en mesure de drainer. Dans nos supposés rituels laïques, l'investissement me paraît plutôt visé qu'atteint, ce que nous pouvons mesurer à la relative indifférence ou la frustration déclarée qu'il suscite. Les rituels accomplissent l'alliance entre l'investissement sans faille de ceux qui les pratiquent, sans servir aucun dogme, et le suspens du savoir qui l'accompagne. C'est peut-être cette alliance qui produit l'apaisement. Il y va d'une manière d'échapper à la question du sens au moment où la limitation d'un investissement strictement individuel se trouve levée et où l'investissement s'accroît de ne plus être seulement centré sur soi. Le danger d'une saturation par des conduites seulement prescrites est bien sûr extrême. Il reste toutefois nécessaire que soient localement aménagées des voies qui nous dispensent de l'invention de nos actes à laquelle nous sommes voués, invention corrélative de la contingence dans laquelle nous vivons. Par le rituel, je me trouve dispensée de la nécessaire invention de mes actes. Ce que nous avons à opérer sans le comprendre dans un lien à un inconnu qui n'est pas de l'ordre du registre ordinaire de nos actions compose un rituel.
une moisson de gestes simples qui constituent un repos par rapport à l'économie de nos actions, de nos décisions, de nos responsabilités et de sa densité, un apaisement par rapport à la nécessité de faire ou donner sens. Les civilisations ne saturent pas le sens. L'avidité de sens procède de la disparition de gestes auxquels il n'est pas nécessaire de donner sens. Privés de rituels, nous sommes privés d'une manière de nous absenter. Le rituel, en donnant la règle de nos actions dans une certaine pratique non ordinaire, non individuelle dans la temporalité, nous assure un lien avec la communauté dans laquelle nous nous inscrivons, sans que ce lien puisse se dire dans les termes d'un sens que nous serions à même d'énoncer. Lévi-Strauss distinguait nettement entre mythe et rituel, en soulignant que le rituel cherchait à rapetasser le réel. Interrogeant, dans le final de l'homme nu, les raisons profondes du recours systématique de la part du rituel aux procédés complémentaires du morcellement et de la répétition, il rapportait l'opposition entre rite et mythe à l'opposition entre vivre et penser, et proposait l'explication suivante. Je le cite. La fluidité du vécu tend constamment à s'échapper à travers les mailles du filet que la pensée mythique a lancé sur lui pour n'en retenir que les aspects les plus contrastés. En morcelant des opérations qu'il détaille à l'infini et qu'il répète sans se lasser, le rituel s'adonne à un rapetassage minutieux, il bouche des interstices, et il nourrit ainsi l'illusion qu'il est possible de remonter à contresens du mythe, de refaire du continu à partir du discontinu. Son souci maniaque de repérer par le morcellement et de multiplier par la répétition les plus petites unités constitutives du vécu traduit un besoin lancinant de garantie contre toute coupure ou interruption éventuelle qui compromettrait le déroulement de celui-ci. Il ajoute « Le rituel représente un abattardissement de la pensée consentie aux servitudes de la vie. Et l'essence du rituel est caractérisée par une tentative éperdue toujours voué à l'échec, pour rétablir la continuité d'un vécu démantelé par la spéculation mythique. Je dirais pour ma part que nous sommes harcelés par la question du sens lorsque nous avons affaire, sans cesse, dans notre vie, à du morceler. Je disais plus haut que le travail m'apparaissait comme notre seul rituel. Pour autant, le travail n'assemble pas une communauté. Lié à une collectivité, il est souvent le rituel tombé sur un seul. Nous sommes les éléments dispersés, nous sommes les tessons de ce rituel du travail. Alors que l'investissement que permet le rituel évite à ses participants de se concentrer exclusivement sur eux-mêmes, le travail accentue l'exclusivité du rapport à soi. C'est la raison pour laquelle ne plus avoir de travail expulse le chômeur du monde du commun. Ainsi, ce qui ouvre la quête infinie du sens, c'est la désinscription, le morcellement, la condamnation au local. Le rituel assemble et compose ceux qui l'exécutent ensemble. Supposant l'aliénation temporaire d'une partie de la puissance de chacun de ceux qui l'opèrent, au moment où ils l'opèrent, le rituel opère un accord libre de ses participants d'une manière qui me semble analogue à la manière dont Kant parle d'un libre jeu des facultés dans l'expérience du beau. Le rituel assure entre les participants une harmonie sans objet, hors temporalité séculière, une harmonie qui notamment est dépourvue d'enjeux moraux extérieurs à l'exécution du rituel lui-même. Je me demande si cet accord libre entre ceux qui opèrent le rituel n'est pas la matrice de liens moraux réussis. La difficulté d'une moralité réussie à l'échelle universelle apparaissant alors dans toute sa profondeur. Je citais plutôt Benveniste. Il est clair que l'unicité et la subjectivité inhérentes à « je » contredisent la possibilité d'une pluralisation. Aussi, le « nous » ne peut-il être considéré comme une forme de pluriel. Mais n'y a-t-il pas dans le rituel quelque chose qui, démettant au moment de l'exécution du rituel l'unité et la subjectivité de celui qui l'opère, permet d'échapper au jeu et ouvre la possibilité d'un collectif hors de la transcendance du jeu? La nécessité désintéressée du rituel nous extrait de la problématique du sens, du donner sens à chaque chose, tout en nous inscrivant dans une communauté unie hors de ce maillage général du sens. Le rassemblement n'est pas seulement fondé dans la conscience, c'est le lien,
le commun dans l'inconscient qui unit une communauté et nous libère de nous-mêmes. Je cite souvent ce passage de Lévi-Strauss de la fin de Triste Tropique. Le moi n'est pas seulement haïssable, il n'a pas de place entre un nous et un rien. Mais il faut renvoyer aussi à ce qu'écrit Lévi-Strauss dans son introduction à l'œuvre de Marcel Mauss. Je cite « Le risque tragique qui guette toujours l'ethnographe est d'être la victime d'un malentendu, c'est-à-dire que l'appréhension subjective à laquelle il est parvenu ne présente avec celle de l'indigène aucun point commun, en dehors de sa subjectivité même. Nous retrouvons ici le risque terrible qu'évoquait Socrate dans le Gorgias, que les sentiments communs n'aient rien de commun entre eux, qu'ils soient spécifiques à tel ou tel individu, que chacun de nous éprouve ses propres impressions différentes de celles des autres hommes. Cette difficulté, poursuit Lévi-Strauss, serait insoluble, les subjectivités étant par hypothèse incomparables et incommunicables, si l'opposition entre moi et autrui ne pouvait être surmontée sur un terrain qui est aussi celui où l'objectif et le subjectif se rencontrent, nous voulons dire l'inconscient. D'une part, en effet, je poursuis la citation, les lois de l'activité inconsciente sont toujours en dehors de l'appréhension subjective, nous pouvons en prendre conscience, mais comme objet. Et de l'autre pourtant, ce sont elles qui déterminent les modalités de cette appréhension. L'inconscient, citation, serait ainsi le terme médiateur entre moi et autrui. En approfondissant ces données, nous ne nous prolongeons pas, si l'on peut dire, dans le sens de nous-mêmes, nous rejoignons un plan qui ne nous paraît pas étranger, parce qu'il recèlerait notre moi le plus secret, mais beaucoup plus normalement, parce que, sans nous faire sortir de nous-mêmes, il nous met en coïncidence avec des formes d'activité qui sont à la fois nôtres et autres, conditions de toutes les vies mentales, de tous les hommes et de tous les temps. C'est dans le cadre d'une telle réflexion sur l'inconscient, conçue par Lévi-Strauss comme le terme médiateur entre moi et autrui, que je voulais aujourd'hui interroger la question des rituels. Un rituel n'est pas plus individuel que la pensée des hommes ne doit être centrée sur l'individu. Peut-être chacun de nous est-il singulièrement plus multiple que le nous n'est pluriel. Peut-être enfin la question posée elle-même, qui est le nous aujourd'hui, ne fait-elle que signaler, comme je le soulignais plus haut, que nous sommes à la recherche de l'action collective dont l'actualité et l'effectivité rendraient l'expression du nous elle-même inutile et insignifiante. Je pense pour finir à ce qu'écrivait Benveniste à l'article Philos, ami, du vocabulaire des institutions indo-européennes. Pour comprendre, écrit-il, l'histoire complexe de ce terme, il faut se rappeler que chez Homère, tout le vocabulaire des termes moraux est fortement imprégné de valeurs non individuelles, mais relationnelles. Ce que nous prenons pour une terminologie psychologique, affective, morale, indique en réalité les relations de l'individu avec les membres de son groupe. Et la liaison étroite de certains de ces termes moraux entre eux est propre à éclairer les significations initiales. Dire que chez Homère, les modèles de l'action et de la vie engagent d'emblée l'altérité centre encore à tort, par cette formulation, l'action et la vie sur un seul, une seule. On dit cela en grec autos, et non sur un collectif. Ce qui est, c'est le collectif. Et parler d'un seul, autos, par exemple de soi-même, ne signifie rien d'autre que prélever sur le collectif un point de vue unique supporté par un seul corps et nommé par un nom ou un faisceau singulier de noms. L'altérité ne s'entend pas comme le complémentaire d'un moi ou d'un soi, ce qui condamne l'usage conceptuel automatique de ces pronoms personnels dans ces contextes. Le collectif est un tissu de relations. On rejoint certainement la leçon de l'ethnologue, et je cite une dernière fois Lévi-Strauss, Jean-Jacques Rousseau, fondateur des sciences de l'homme, qui commence par s'installer dans les prétendues évidences du moi, n'en sort plus. La connaissance des hommes semble plus facile à ceux qui se laissent prendre au piège de l'identité personnelle, mais ils se ferment ainsi la porte de la connaissance de l'homme.
toute recherche ethnographique a son principe dans des confessions écrites ou inavouées. Que vient modifier des rapports entre les personnes hors du rituel le fait qu'elles aient été ensemble dans le moment circonscrit de l'exercice du rituel, exposées à un inconnu qui n'est pas de l'ordre du maillage ordinaire de nos vies? Qu'est-ce que cela vient modifier de leur rapport hors du rituel? Peut-être faut-il, pour continuer à travailler sur ces questions et chercher à les éclaircir, continuer à résister à un usage intempérant, irréfléchi des pronoms. Je vous remercie.